Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve à la concession Fiat du groupe Auto Bernard, toujours à Charleville-Mézières dans la zone de la Croisette. Et cette fois, alors on était déjà venu pour tester la Topolino il y a quelques semaines. On avait fait la Fiat 500 qui est juste ici, d'ailleurs la même en rose que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et là cette fois, on va faire la Fiat 600. Alors la Fiat 600 qui existe en deux versions. Alors je trouve que c'est très sympa parce qu'ils ont vraiment simplifié la gamme. On a la Red et puis on a la Prima. Ici on a la Prima haut de gamme, tout équipé, grosses jantes, toutes les options, etc. On va voir, c'est plutôt sympa et je trouve qu'elle est assez bien fournie. On a très peu de packs d'options et de bidouilles comme ça, et je trouve que ça, ils se sont enfin inspirés un petit peu de nos amis asiatiques, et ça, c'est pas plus mal. Donc, je vous propose qu'on parte avec. Pareil, je m'arrête à un endroit, on va en faire le tour. On va faire une petite review de tout ce qui nous intéresse et un petit tour complet. Et puis on viendra la ramener à la concession. D'ailleurs, peut-être que prochainement on pourrait se faire la petite Abarth 500. Je ne sais pas si ça vous intéresse. D'ailleurs, ils ont aussi sorti la 600 en Abarth et je crois qu'ils viennent de la recevoir. Elle n'est pas encore immatriculée, mais ça peut être aussi intéressant. Peut-être même la 600, ça serait peut-être même plus intéressant que la 500. Bon. À voir, on verra ça. Toujours est-il que pour le moment, c'est pas celle-ci qu'on est venu faire, c'est la 600. Alors c'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors voilà, on s'est baladé un peu, on a fait un tout petit tour avec la Fiat 600. Je me suis arrêté ici à la Guinguette Arena. Alors c'est la petite salle de sport, de basket de Charleville-Mézières. Donc ici, il y a des équipes quand même qui sont assez performantes, aussi bien chez les hommes avec l'étoile que chez les femmes, où ils ont un bon niveau quand même à Charleville-Mézières. Et donc c'est ici qu'ils jouent, et c'est vrai que ça a pas mal de succès. Mais ici, nous, on est là pour la Fiat 600. Alors la Fiat 600, comme je vous ai dit, on a l'édition Red, on a l'édition La Prima. Ici, on a l'édition La Prima. La Prima, c'est la version la plus haut de gamme avec toutes les options dedans. Sur les deux, finalement, on est sur les mêmes moteurs, à peu près le même design. Il y a des petits éléments qui changent, on le verra quand on fera un petit peu le tour, mais sinon on est à peu près sur la même chose. Je vous dis tout de suite les tarifs. Sur la Red, qui donc n'est pas celle-ci, on va démarrer à 35 900 €. Et pour ce modèle ici, présent que j'ai à ma disposition, on est à 41 000 €. Tout ça, c'est hors bonus, bien sûr. Alors, je vais déjà vous en parler. On a un moteur de 156 chevaux. C'est pas si énorme que ça, puisque on est souvent sur des moteurs qui tournent plus autour de 200 chevaux. Ici, on est sur 156 chevaux avec une vitesse max de 150. On fait le 0 à 100, même si c'est une donnée que moi je ne me précise pas trop, mais on est sur un 0 à 100 en 9 secondes. Donc c'est pas un foot de guerre, mais c'est pas ce qu'on lui demande à cette voiture. Et honnêtement, sur le petit trajet que j'ai fait là, on verra après, on repartira avec. Mais franchement, elle me plaît assez bien, et notamment aussi par son design et son intérieur. Donc je vous propose qu'on fasse comme d'habitude, on va faire ce petit tour extérieur. Donc si on s'attarde sur l'extérieur de la voiture. Alors, Fiat 600, Fiat 500, fatalement, on retrouve pas mal de petits appendices qui sont caractéristiques de la Fiat 500, notamment ces petits phares, cette petite bouille, mais au final, ici, on a une voiture qui est un peu bodybuildée. Et honnêtement, je trouve que ça lui va bien. Des fois, on bodybuild des voitures et puis ça les rend pas, ça leur donne pas forcément un charme très agréable. Je pense notamment à la MG ZS que j'aime beaucoup, la nouvelle ZS, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est simplement une MG3 un peu bodybuildée. Ici, on a la même sensation, mais j'avoue que cette Fiat 600, je la préfère à la 500. Je trouve que ça lui donne beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de personnalité, et franchement, elle a de la gueule. Comparé à une 2008, où au final on a à peu près la même base, là on a quelque chose qui est quand même vraiment plus intéressant. J'adore ces phares
qui sont vraiment très grands, avec cette petite paupière ici qui lui donne beaucoup de style. Alors ici, comme je vous disais, on est sur la version La Prima et des petits éléments changent, comme par exemple on a des anti-brouillards ici qu'on n'a pas sur la version Red, et puis on a les logos aussi qui sont chromés alors qu'ils ne sont pas chromés sur la version Red. Sinon, pour le reste de l'esthétique, on est à peu près sur la même chose. J'aime bien ce pare-choc là, je trouve qu'ils ont très bien intégré le petit capteur du milieu. Franchement, cette face avant, je la trouve vraiment très jolie. Elle a beaucoup de personnalité, et puis l'intégration des phares, hein, bon, comme l'A500, hein, on en a déjà parlé, mais je trouve que ici, avec une taille un peu plus grande, et ben, ça lui donne vraiment beaucoup de charme. J'aime bien cette petite chose ici, hein, petit signe qu'on a. C'est assez commun, forcément sur la 500 c'est marqué 500, ici c'est marqué 600. Sur la taille du véhicule, on est sur 4 mètres, à peu près 4 mètres de long. Alors ça en fait un véhicule qui est quand même qui est bien proportionné, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un véhicule trop grand et on n'est pas sur un véhicule trop petit. On verra à l'espace intérieur comment ça se présente. Mais 4.2 avec un empattement entre les deux roues de 2 mètres, un peu plus de 2,50 m. Donc ça va donner un espace intérieur assez intéressant. Au niveau de la largeur, on va être un peu moins de 2 mètres, bon bah ça c'est classique, mais du coup ça va donner un intérieur aussi qui est plutôt intéressant au niveau de l'espace. Et ici, ah oui, les petits trous. Et du coup sur les petits trous, on est sur du 17 pouces sur la version ici présente, et on sera sur du 16 pouces sur la Red. Alors c'est marrant, mais sur l'autonomie, ils évoquent pas le fait qu'il y ait une différence. Pour toutes les versions, on est sur une autonomie d'à peu près 400, un tout petit peu plus, 406 ou 409 km en norme WLTP. Bon, bah, au final, de toute façon, ça joue pas énorme, mais c'est vrai que d'autres constructeurs vont s'amuser à préciser qu'on perd un peu d'autonomie si on est en roue un peu plus grande. Bon, ici, après, c'est pareil, hein, on passe pas du 17 au 20 pouces, hein, finalement, on n'est que du 16 au 17, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Bref. Alors, ah oui, on est logoté ici, hein, le groupe Auto Bernard. Vraiment merci à eux parce qu'ils me prêtent beaucoup de voitures et sont vraiment toujours très agréables, que ce soit chez Fiat, chez Citroën ou chez MG bien sûr, où j'ai mes petites habitudes. L'esthétique globale, hein, si on regarde l'esthétique globale du véhicule de côté, je trouve qu'il est vraiment, encore une fois, bien proportionné, avec des petites rondouillardes, hein. C'est vraiment ce qui la différencie du 2008, où le 2008 on est vraiment un peu taillé à la serpe. On a l'Opel, parce que l'Opel Mokka c'est un peu la même base aussi, où on est un peu moins taillé à la serpe, et ici on est sur on est sur une voiture un peu plus rondouillarde. Franchement, j'apprécie beaucoup, et je trouve que de tous les modèles, je trouve que c'est celui-ci qui est le plus joli pour moi. Mais bon, ça c'est encore une fois, c'est totalement avis personnel. Le côté, on a les petits 600, alors on va le remarquer hein, plusieurs fois, mais on a des petits 600 qui apparaissent un petit peu partout sur la voiture. On va le voir quand on fera le tour. On a la trappe de recharge. Alors trappe de recharge, bon, je vais vous en parler tout de suite. On va peut-être essayer même de faire une vidéo un peu plus courte que ce qu'on fait d'habitude. Alors on va essayer d'être un peu plus concis sur certaines choses, parce que c'est vrai que mes essais durent souvent 1 heure. On va essayer de faire un peu moins. Alors ici, trappe de recharge, je vais en parler tout de suite du coup vu qu'on est juste à côté. La recharge sur le lacet, alors vous voyez on a des petits capuchons, c'est marrant, des fois on n'a pas besoin, surtout que là on voit qu'on a déjà un joint autour, mais bon ils ont rajouté quand même des petits capuchons. Toujours est-il que sur le AC on va être à une recharge de 11 kW maximum, et puis en DC on va être à 100. Alors si on regarde la taille de la batterie, je vous en ai pas encore parlé, mais on est sur une batterie de 51 kWh utile, 54 je crois en taille, mais 51 en utile, pour une autonomie de 400, un peu plus de 400 km en norme WLTP. Bah, c'est pas si mauvais hein, quand on regarde la MG4 par exemple, qui a une batterie de 64 pour la version Luxury, où on a 430 km d'autonomie. Ici finalement une batterie de 51, bah, c'est largement suffisant, ça nous permettra de la recharger peut-être un peu plus vite, mais je trouve que du moment qu'on dépasse les 400 km au final, ça suffit pour la majorité du temps. Et puis une recharge à 100, alors c'est vrai que, hop là, bah, du coup c'est vrai qu'il faut juste bien mettre ces petits capuchons là, hop, voilà.
C'est vrai qu'une recharge à 100, ça peut paraître un petit peu léger. Finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi sur les Hyundai récentes. Ouais, si, en fait, c'est un petit peu léger quand même. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu préférer une recharge qui irait autour de 150, ça aurait été très bien et beaucoup plus utile de recharger comme ça un peu plus rapidement. Après, c'est peut-être par rapport à la cible de cette voiture qu'ils n'ont pas forcément poussé une recharge trop rapide, ou alors faire simplement aussi peut-être juste des économies. Moi, je trouve personnellement que c'est quand même un petit peu dommage. On aurait aimé une recharge un petit peu plus rapide. On arrive sur la partie arrière du véhicule. Alors, partie arrière du véhicule, eh ben, on se retrouve sur une 500, bien qu'il y a un petit côté, alors j'aime bien, alors j'exagère un peu, hein, mais là en plus avec le grand angle, mais on a un petit côté Bentayga avec des phares un petit peu rectangle. Bon, ça s'arrête là parce que principalement, je crois que ce qu'on veut ici, c'est ressembler à la Fiat 500. Et d'ailleurs, encore une fois, je trouve que c'est assez réussi parce qu'on retrouve ces éléments, hein, ces phares, d'ailleurs que j'avais bien aimé hein, sur la 500 ici avec ces petits reliefs ici et ces petits ajournements. Encore une fois, on retrouve le 600 sur le côté. Ce phare qu'on retrouve du coup sur la 500, bah, en fait ici il est pas mal et il fonctionne très très bien dans l'ensemble de l'esthétique de la voiture. Ah, je ne vous ai pas parlé du poids aussi de la voiture. On est sur un poids qui tourne autour de 1500 kg. Bon, ça va, c'est raisonnable. En plus, on a une batterie de 51 par rapport à des voitures qui vont avoir des batteries plus grosses. Donc on gagne peut-être à ce niveau-là. Mais 1500, ça reste raisonnable. On est bien en dessous des 1800. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la voiture aussi. Je vous propose qu'on enchaîne directement et qu'on ouvre le coffre, qu'on regarde un petit peu la taille de celui-ci et l'aménagement intérieur avant d'attaquer le poste de conduite. Donc le coffre, on peut l'ouvrir avec la télécommande. On a un petit bouton sur la télécommande qui permet d'ouvrir automatiquement le coffre parce que, encore une fois, sur cette version ultra équipée, on a l'ouverture du coffre automatique. On peut le faire avec le pied aussi ou alors tout simplement avec le petit bouton, hop, le petit bouton qui se trouve en dessous. Alors le coffre, on est sur une dimension de 360 litres. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus ridicule. Franchement, quand on regarde l'intérieur, dans la catégorie par rapport à la taille du véhicule, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Bon, à l'intérieur, on n'a pas grand chose de spécifique, hein. On a des petits crochets de chaque côté ici, et puis sinon, on a un espace plutôt classique. On n'a pas de petits crochets pour attacher des choses ou quoi que ce soit. On a ça, un petit double fond. Alors petit double fond qui va nous permettre, comme ici, de pouvoir ranger par exemple le câble et qui ne se voit pas. Ça c'est plutôt pratique parce que c'est ce qui nous manquait dans la Fiat 500. Bon, au final c'est un peu normal, hein, la Fiat 500, c'était compliqué de trouver de l'espace. Ici du coup on en a un peu plus avec un petit double fond et on a même encore un petit espace supplémentaire où là ça va peut-être être compliqué quand même de mettre un câble ou un chargeur, mais en tout cas on peut y mettre deux, trois outils. Mais ici, on a quand même un espace qui est quand même assez grand pour pouvoir mettre ce câble-là. Et puis, si on voulait mettre le chargeur AC aussi, on a la place sans prendre de place sur l'espace intérieur ici. Je vous propose, alors la plage arrière, on peut la décrocher très simplement ici avec ces petits crochets qui se clipsent. Je ne vais pas le faire ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même juste ouvrir pour regarder un petit peu l'espace complet. Hop. Voilà. Hop, voilà. On a les sièges qui sont baissés. Alors, au niveau de l'espace ici, on va se retrouver sur un espace de 1260 litres, ce qui est plutôt quand même assez sympa, parce qu'on plus que double la surface du coffre en baissant les sièges. Ça nous donne un espace qui est plutôt intéressant du coup pour pouvoir y charger tout ce qu'on veut. Moi franchement, la voiture, elle me plaît bien quand même au niveau de l'habitabilité. Finalement, on a vraiment une petite 500 qui a bien grandi et qui procure un espace intéressant. Allez, je vous propose qu'on enchaîne du coup avec l'arrière. Donc on s'ouvre cette petite portière. Bon, la portière, on verra à l'avant, mais ici à l'arrière, on est sur du plastique quand même dur un peu partout. Bon, finalement, c'est quand même assez classique, surtout dans les voitures électriques, hein. On essaie toujours de gagner un petit peu d'argent sur ces pièces-ci.
La sellerie, elle est plutôt sympa, hein. On le verra aussi à l'avant, mais les sièges avec la petite surpiqûre, du cuir vegan, encore une fois, hein, maintenant on est sur ce genre de profil. On se retrouve avec des petites surpiqûres, là avec le logo Fiat, c'est vraiment très joli. Encore une fois ici sur la version La Prima. Je note tout de suite que si on regarde le siège conducteur est réglé pour moi, on voit que l'espace quand même, il n'est pas très grand. Je pense qu'ils ont voulu faire un petit compromis, sûrement pour nous offrir un coffre un peu plus grand, parce que finalement 360 litres sur ce véhicule, eh ben, c'est quand même pas si mal. Donc je pense que c'est ici qu'ils nous ont fait quelques compromis. Mais bien sûr, de toute façon, c'est toujours comme ça, on ne peut pas tout avoir, hein. Surtout pour un véhicule finalement de 4,2 m. Alors regardez ici, je m'installe, je rentre quand même assez facilement dans la voiture. Alors si on voit mes genoux, j'ai une position du coup où je vais être assez carré en assise, mais j'ai mes genoux qui touchent à peine le dossier avant, donc c'est quand même pas si mal. Et en plus, honnêtement, j'ai quand même une très bonne garde au toit ici. Regardez, je touche absolument pas le dessus. Je suis quand même plutôt bien installé avec l'appui-tête, donc honnêtement, je ne suis pas sûr que je pourrais faire des centaines de kilomètres de cette manière, mais honnêtement, je m'attendais quand même, en ayant vu un peu la place dont on disposait au départ, en ouvrant la portière, finalement la position assise est quand même plutôt bien faite, et pour un homme d'1,80 m comme c'est mon cas, finalement c'est pas si déstabilisant que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'arrière de cette voiture ? Alors, on va faire l'impasse sur la couloir centrale, hein. On n'en a pas, donc on va rester. On a quand même 3 places, même si la place du milieu, elle ne va pas être si énorme que ça. On a sur le siège des aumônières, et puis en fait ça va s'arrêter là. Si ce n'est ici, on a un petit port USB. Alors c'est dommage, hein, toujours, moi j'aurais bien aimé qu'ils nous en mettent 2, parce que c'est toujours pratique quand même d'en avoir 2, surtout sur ce genre de véhicule où quand même on a de l'espace pour pouvoir bien mettre 4 personnes et voyager un petit peu grâce à cette autonomie de 400 km. Donc ici un deuxième port, ça aurait quand même été sympa à mettre. On note aussi que du coup on n'a pas d'aérateur, ça petite chose aussi peut-être qui est un dommage. Bon, après le véhicule n'est pas si grand que ça, donc finalement ça va peut-être suffire. En tout cas j'adore ce ciel de toit qui est clair. Vraiment avec ces sièges clairs, ça donne vraiment une très bonne ambiance dans le véhicule. Avec la planche de bord là-bas, où on peut voir aussi, on verra un petit peu plus près tout à l'heure. À noter aussi à l'arrière, ça c'est sympa, hein, parce que c'est pas dans toutes les voitures, on a des petites lumières à l'arrière, donc ça je trouve que c'est plutôt agréable. Bon, ça va pas être des petites lumières de lecture, hein, mais elles sont là présentes, et donc ça c'est plutôt, elles sont tactiles d'ailleurs, ça c'est plutôt pratique. Et voilà, en fait c'est tout ce qu'on a à dire sur l'arrière, parce que finalement il n'y a pas énormément de choses. Donc on va passer à l'avant, regarder un petit peu l'avant, et puis l'infodivertissement qui me plaît assez beaucoup aussi. Alors on passe direct à l'avant du véhicule en ouvrant la portière. Alors entrée main libre, ça c'est plutôt sympa, même si c'est maintenant commun. Ah, encore une fois tout de suite je remarque, regardez, encore une fois un petit 600 ici, et puis bien sûr un petit 600 ici aussi, superbe, hein, dans cette couleur. Franchement ça rend très bien sur le blanc. Bon, on va repartir sur la base, on va parler un petit peu de cette portière. Alors portière qui est somme toute classique, hein, encore une fois plastique dur. On a la petite poignée chromée ici, elle tombe bien dans la main, ça c'est plutôt agréable. Ici on a un petit, en fait c'est du plastique, hein, c'est pas du chrome, un peu fait métallisé comme ça. Et puis ce cuir vegan ici en blanc avec les boutons sur la console, donc ça classique, hein, les lèvres-vitres, et puis pour régler le rétroviseur, et un vide-poche ici qui est pas très grand, mais qui suffira. Voilà, il y a une petite profondeur ici derrière, donc bon, ça peut être pratique pour mettre quelque chose. On peut quand même y glisser un petit thermos sous sa petite bouteille, donc plutôt bien vu. À noter aussi, on a un système de LED sur la version La Prima, donc ici autour, là sur le dessous, on va se retrouver avec une petite barre LED qu'on va retrouver aussi, hein, on en parlera un peu plus tard, mais qu'on va retrouver dans le véhicule aussi tout autour ici du tableau de bord et à la portière du côté passager.
On va parler des sièges aussi. Alors les sièges, bon, cuir vegan, ça, on en a déjà évoqué à l'arrière. J'adore vraiment ces petits motifs et ces petits liserés ici qui sont vraiment très chouettes. Version la Prima, encore une fois, on a très bien optionné. Ici, on a les réglages des sièges électriques pour régler les positions. Mais on a aussi les sièges massants ici. Donc, siège massant pour le conducteur où on va pouvoir bien régler ses lombaires et puis se faire masser aussi un petit peu les lombaires, etc. Et ça, c'est plutôt agréable. J'avais déjà testé un petit peu le siège massant sur l'Opel Corsa. Hein, et c'est vrai que j'avais été assez surpris et que c'était quand même quelque chose qui était plutôt agréable. Donc, j'imagine bien qu'ici, on retrouve un peu la même chose. Alors, on va rentrer dans le véhicule et regarder un petit peu plus ce qui s'y trouve. Bon, on va peut-être déjà regarder un petit peu comme ça d'extérieur parce que finalement, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis tout seul pour faire cette petite vidéo. Donc on a un accoudoir central. Alors accoudoir central que je trouve sympa, regardez, on peut l'avancer ou le reculer. Donc ça c'est plutôt agréable parce que c'est quelque chose qui est souvent quand même un indispensable. Avec un rangement ici où on voit des petits séparateurs qu'on va pouvoir bouger. On a un autre rangement ici qui est assez profond. Donc ça c'est aussi plutôt sympa. Hop. Si on remonte un petit peu sur cette console, alors on va se retrouver, cette fois je rentre un peu dans le véhicule, on va se retrouver avec le parking et puis les drive modes. Donc ça c'est un classique du groupe Stellantis. On va avoir le mode éco, le mode normal et le mode sport. Savoir que on aura les 150 chevaux que sur le mode sport et que on sera plutôt à 130 chevaux sur le mode normal et sur un 130 chevaux bridé sur l'éco. Si on remonte, on a ici un petit truc qui est plutôt sympa. Alors moi j'aime bien, je trouvais que esthétiquement ça donnait quelque chose d'agréable, un petit peu comme une cover d'iPad. Dans les faits, on va tout de suite en parler, mais je trouve que c'est pas si pratique que ça, ou alors ils auraient dû pousser le concept un tout petit peu plus loin. Mais si on l'ouvre, on se retrouve à l'intérieur, et regardez justement, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est on l'ouvre et en fait il se referme parce que on sait pas trop où le mettre, parce que finalement hop, allez, là on arrive à le caler un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace en fait pour pouvoir le caler bien correctement. Ici c'est un espace de rangement, donc ça serait dommage de l'utiliser pour ça, mais voilà, finalement c'est ici qu'on peut un peu mieux le caler. Bon, dans le pire des cas, de toute façon il est déclipsable, donc on peut l'enlever complètement, ce qui va nous permettre pour nous ici de nous montrer un petit peu l'intérieur de cette boîte. Donc ici on se retrouve avec un rangement, encore une fois assez profond. Ici, on a un chargeur à induction. Alors, chargeur à induction, j'aime bien le fait qu'il nous ait mis des petits patins. Et regardez d'ailleurs, ça c'est plutôt sympa parce qu'on a un petit tapis qu'on peut retirer assez facilement. Et j'ose espérer qu'il nous propose des petites options où on puisse en avoir peut-être des plus ou moins larges. Ça serait quelque chose à voir. Ça serait plutôt sympa si l'option existait. En tout cas, le fait qu'on puisse l'enlever facilement comme ça, c'est un bon point. D'ailleurs, du coup, on a vraiment un accès et on voit très bien. On n'a pas souvent l'occasion de voir comme ça les chargeurs induction. Mais bref, c'est plutôt sympa d'avoir ces cales qui peuvent permettre de tenir le téléphone. Si on remonte un petit peu au-dessus, on a une prise 12 volts. Qui est ici au milieu, et puis on a deux ports USB-C. À savoir qu'on a CarPlay et Android Auto qui sont sans fil sur la voiture, donc on n'a pas forcément besoin de brancher les câbles, mais c'est toujours bien d'avoir des USB-C. Alors, je vais reclipser hop, la petite cover qui est quand même esthétiquement jolie, hein, et pareil, ça peut permettre de poser des choses aussi dessus. Donc finalement ça recrée une surface à poser, parce que comme c'est du cuir un peu vegan, on peut facilement poser des choses dessus, ça ne devrait pas trop glisser. Si on remonte, on a le sélecteur de vitesse avec le P, le R, le N, le D et le B. Hein, le B, pareil, groupe Stellantis, on est habitué maintenant, on va pouvoir avoir un petit peu de frein régénératif sur une position, hein, c'est comme ça chez Stellantis. Avant de remonter encore un petit peu, je voudrais m'arrêter sur le côté ici, parce que ici on a une boîte à gants, et alors elle s'ouvre vraiment de manière très grande, hein, donc forcément on l'aura sur les genoux
si on est assis au côté passager. Mais en tout cas, c'est quand même sympa qu'elle s'ouvre vraiment de manière très grande. Et regardez aussi la profondeur. J'étais assez impressionné parce que finalement, elle va quand même assez loin. Et c'est vrai que c'est assez rare maintenant. On a souvent des toutes petites boîtes à gants. Ici, on a une boîte à gants qui est quand même vraiment très profonde. Donc, qui peut nous permettre de mettre des choses bien loin. Hop, voilà. Alors, si on revient sur la console centrale, donc on remonte ici, on a un petit rangement ici, qui est plutôt sympa et qui est aussi assez profond. Donc ça, c'est cool. Au-dessus, on a tout ce qui est climatisation. Alors, climatisation et volume de la radio, et puis toute la climatisation ici, avec l'accès au menu de la climatisation assez rapidement, ici par ce bouton. Si on remonte encore ici, on a un petit, les 4 boutons avec les warnings, la centralisation, et puis au-dessus, un petit bouton qui va nous permettre sur cet écran, on va parler de cet écran tout de suite, d'aller au système d'aide à la conduite assez rapidement, et puis le petit menu Home pour pouvoir revenir sur le menu principal dans l'écran. Alors, nous voilà arrivés à l'écran plus haut. Bon, on entrera dans le menu un peu plus tard, mais j'avais envie de vous parler déjà du système, enfin pas du système, de l'esthétisme de cet écran. J'aime beaucoup le fait que ce soit un petit écran dans sa longueur, parce que finalement, regardez, on a une position de conduite qui est assez sympa, et du coup, l'écran, eh ben, il ne vient pas nous manger la visibilité, et je trouve qu'il a une bonne taille, parce que honnêtement, hyper lisible, avec une taille et un format qui est vraiment bien adapté à la voiture. Finalement, on n'a quand même pas besoin de beaucoup plus. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa, jumelé avec ce petit écran ici. Finalement, on est à la mode Stellantis, hein, il n'y a pas de surprise là-dessus. Bien qu'il y a des petites choses que je trouve sympas dans ce menu qui me plaisent assez. Mais on reviendra sur le menu un peu plus tard. Le tableau de bord, puisqu'on est arrivé sur cet écran, eh ben, on a une surface, alors ça un petit peu à la façon des voitures néo-rétro, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien cette surface, avec ce petit côté pastel, hein. On est sur une très belle couleur, hein, d'ailleurs, hein. La voiture, elle a un vert pastel métallisé qui est vraiment superbe d'extérieur, et on retrouve un petit peu cette touche à l'intérieur. Encore une fois, on a une LED qui est ici autour, et qui va changer soit selon nos préférences, ou soit selon le mode de conduite de la voiture, si on est en sport, etc. Alors, si on en vient ici au poste de conduite, hop, je vais mieux fermer la porte, voilà. Donc si on arrive au poste de conduite, alors une petite chose qui est sympa, le volant. Le volant, il est assez petit. On est sur le Stellantis finalement, c'est vrai qu'ils nous font des volants assez petits, mais on n'est pas sur aussi petit que sur les Peugeot, mais on est quand même sur un volant qui est plutôt agréable au toucher et à la manipulation. On a le petit 600 ici. Point de vue des boutons, rien de très particulier. Ici, on se retrouve avec tout ce qui concerne les commandes du son et la sélection des radios, etc. Et de l'autre côté, on a le régulateur de vitesse. Ah, une petite chose que je trouve sympa, on n'a pas ça sur toutes les voitures, mais ici, regardez, on a un petit play pause, d'ailleurs, qui est un petit peu en relief. Et en fait, ce petit bouton play pause, il va nous permettre de pouvoir faire une pause sur la régulation de vitesse. Ça peut être utile parce que des fois, c'est vrai que ça peut arriver qu'on ait besoin d'arrêter le régulateur de vitesse adaptatif. Et au final, ici, eh ben, hop, on appuie sur la touche, il se désactive, et puis on rappuie dessus et on va reprendre sa vitesse normale. Et ça, c'est plutôt bien vu parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance, et moi c'est le cas dans ma MG4, à l'enlever, à le remettre, à rechercher la vitesse, etc. Ici, d'avoir un petit play pause, c'est plutôt sympa. Niveau des commodos, les phares, les essuie-glaces d'un côté, les phares de l'autre, ça on va pas y revenir, hein. D'ailleurs phare automatique, etc. Mais bon, ça c'est vraiment un classique maintenant. Par contre, ce truc qui est assez sympa, c'est qu'ici sur le côté là, on a un petit bouton qui est aussi de ce côté là, et ça va nous permettre d'accéder à différents menus paramétrables dans l'écran. Donc si ici j'appuie sur celui-ci, je peux changer l'esthétique de l'écran. Alors ici on a la navigation
c'est plutôt sympa. Et on peut le personnaliser à volonté dans l'écran principal. On ira voir un petit peu la personnalisation. Bon, c'est quelque chose qu'on a l'habitude chez Stellantis, hein. Il y avait déjà ce genre de choses sur l'Opel Corsa que j'avais eu l'occasion de tester. Ici, j'ai l'impression que ça a encore été poussé un petit peu plus. En tout cas, l'esthétique est plus jolie. Vous voyez ici, par exemple, j'ai mis ma configuration que personnellement j'aime bien, avoir une petite partie GPS d'un côté et puis de l'autre avoir le kilowatt par 100 km avec la consommation instantanée. Ça, c'est les éléments que j'aime beaucoup retrouver sur les tableaux de bord. Et donc ici, je peux me le personnaliser comme je veux. Avec le petit bouton ici de ce côté-là, je vais pouvoir d'ailleurs me balader à l'intérieur du petit widget qui a été installé. Sinon, sur la voiture, on a la molette de réglage des phares ici de ce côté-là, mais au final, on n'a pas plus de boutons que ça. Si, on a, je vais parler du plafonnier. On n'en parle pas toujours du plafonnier, mais c'est vrai qu'ici, il y a un petit côté qui est sympa, c'est que regardez, on a un petit bouton, alors on a les SOS, bien sûr, classiques, mais on a un petit bouton ici qui peut nous permettre d'ouvrir le coffre et de le fermer. Donc, il y a un petit x2 dessus, si j'appuie 2 fois, hop, on a le coffre qui s'ouvre. Et si je rappuie 2 fois dessus, on va refermer le coffre. Et ça, c'est plutôt sympa de pouvoir directement depuis l'intérieur l'ouvrir et le refermer sur ce genre de véhicule. Je trouve que c'est toujours une option qui est plutôt sympa. Alors personnellement, moi, l'intérieur de ce véhicule quand même me plaît vraiment bien. Je trouve qu'il est bien. Tout tombe bien dans la main, il y a pas mal de rangements quand même, la position des boutons me plaît bien, les petites options comme on a vu sur le volant, c'est plutôt agréable pour le régulateur de vitesse. Et du coup, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus profondément dans cet écran et dans l'interface que nous propose Stellantis. J'avoue qu'il y a des petits changements par rapport à ce que j'avais vu précédemment et c'est plutôt pour un bien parce que je trouve qu'ils ont simplifié un petit peu l'interface et c'est pas pour me déplaire, j'avoue. On va, avant de rentrer là-dedans, il y avait le menu ici, le petit bouton hop, qui nous permet de rentrer directement dans le menu de la climatisation sur l'écran. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors ici, on tombe sur les sièges directement parce qu'on a les sièges chauffants encore une fois dans la Prima. On peut les activer et en appuyant sur le siège, on a 3 positions qu'on peut régler. Hop là. Donc à chaque fois, on doit l'allumer. On a 3 positions. Hop, ça l'éteint. Et à chaque fois, il faut appuyer. Si on n'appuie pas sur l'écran ici, ça ne se passe rien. Il faut d'abord allumer. On est tout de suite sur la position 3 et il faut appuyer. Hop, pour régler, hop là, pour régler le... le système va s'arrêter parce que ça fait trop longtemps que j'ai le moteur d'allumer. Donc il s'est arrêté. Je vais le rallumer du coup. Hop. Voilà, je le rallume. Hop là, ignorer. Hop là, je ne veux pas installer la mise à jour. Alors, c'est ça. Hop là, mise à jour, non. Hop, je reviens sur le menu de ma climatisation que je parlais. Alors c'est sympa, du coup on a vu rapidement, il me proposait une mise à jour, donc ça veut dire qu'il peut nous proposer des mises à jour à distance, ça c'est un bon point. Bref, c'était un détail, c'est pas ça qu'on voulait voir. Donc on est dans le menu de la climatisation qu'on obtient par le petit bouton ici, ou qu'on va pouvoir aller dans le menu intérieur, mais là où je trouve sympa, c'est qu'au final, comme on a les boutons ici pour régler, et finalement, si on est sur le bouton climatisation, finalement, on n'a que la partie air qu'on va pouvoir régler, ou un petit bouton auto qui va nous amener sur des modes de climatisation bien définis, mais on ne va pas avoir tout le réglage des petits boutons, etc., puisque finalement, on l'a ici, et ça, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir une interface qui est beaucoup plus épurée par rapport à d'habitude. On va se retrouver avec les sièges, on en a parlé, et puis on a un petit bouton pour le préconditionnement. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dans le menu climatisation sur l'écran. Finalement, encore une fois, c'est pas pour me déplaire qu'il soit simplifié de cette manière-là. Donc je reviens avec le petit bouton Home ici sur l'interface globale, et on va parler un petit peu plus de tout ça. Donc on a des pages qu'on peut régler avec des widgets. Donc on a des petits carrés ici différents, qui sont sur l'ensemble et on va pouvoir s'amuser à paramétrer un petit peu tout ça. Donc ici par exemple, hop là, je vais couper le siège chauffant. Par exemple ici, je me suis fait une petite interface personnelle qui me plaît bien où je me retrouve avec ici
la récupération d'énergie, etc. en visuel, qui est plutôt sympa sur un carré de 4. La navigation, si j'ai envie d'aller régler rapidement quelque chose ici. Les paramètres, parce que on va aller voir, il y a pas mal de petites choses à faire. J'ai mis un double widget ici avec les sièges chauffants, comme ça on a un accès direct très facile. D'ailleurs ici, ce qui est sympa, c'est qu'on peut hop, l'appuyer, l'allumer, et puis pareil, en 3 pouces, on peut l'éteindre ou régler les 3 positions, donc ça c'est plutôt sympa, et on peut le faire du coup sur les 2 sièges. Et puis sur le côté ici, la radio, où je vais pouvoir me balader comme ça pour changer la radio, ou alors utiliser la commande ici pour pouvoir changer les stations. On a le choix, et donc ça c'est plutôt sympa. Du coup, je vous propose qu'on aille directement dans les paramètres, hop là, de la voiture. Donc on a le profil. Bon, alors on peut se créer des profils, ça c'est plutôt sympa. Ici on a justement la personnalisation. Donc personnalisation, si je vais sur la personnalisation des affichages, on a les 2 côtés. Donc ça on l'avait déjà un petit peu vu sur l'Opel Corsa ou sur les autres modèles de Stellantis que j'avais essayé. Mais donc sur la personnalisation de l'écran, je vous remonte très rapidement. Mais on a ici les différents panneaux et pages. On peut recréer des nouvelles pages avec le petit bouton, et on peut s'amuser à bouger les widgets. Donc ici par exemple, hop, je vais prendre cet exemple sur cet écran-là. Je peux très bien ici rajouter une série de widgets. Alors, il y en a qui prennent 4, il y en a qui prennent 2, et selon la place dont on dispose, il va nous les proposer ou ne pas nous les proposer. Et ça, c'est plutôt sympa, ça va nous permettre de régler un petit peu ce qu'on veut. Ici, je peux très bien, en restant appuyé, aller déplacer mon widget ailleurs, ou alors je peux très bien aussi le supprimer et le mettre à la poubelle. Ça, je trouve que cet élément de personnalisation, il est vraiment très pratique, très simple, et il nous permet de vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'interface, hop là, dans l'interface de Stellantis. Pareil pour le côté conducteur, où on se retrouve pareil avec différentes pages qu'on peut créer. J'aime bien le fait qu'on soit splitté, hop là. Je vous montre ici. Alors hop, je vais faire une page. Ah, on peut faire 5 pages maximum. Intéressant. Ici, je vais supprimer celui-ci, et voilà, je vous montre. Regardez, ici, on a la possibilité de mettre 2 pages sur l'écran, et ça je trouve que c'est plutôt sympa. Si jamais on reste comme ça sans rien, on se retrouve avec l'écran de cette manière là. Si je vais par exemple hop là ici sur cette partie GPS, bon, on va se retrouver avec le GPS complet, et hop là, moi celui que j'aime bien et que je me suis fait, c'est celui-ci, où au final je me retrouve avec le GPS d'un côté et la consommation du kilowattheure de l'autre côté. Mais bref, ça je trouve que c'est vraiment hop là, j'enregistre, je sors. Et je trouve que c'est vraiment sympa, cette personnalisation qu'on peut faire très simplement. Bon, ensuite on peut changer les couleurs, bref, ça c'est plutôt classique. Connectivité, hop, ici, bon bah ça c'est les réseaux. Ici on a le système où on va pouvoir régler les unités, la température, et regarder aussi hein, le système de version. Luminosité, alors on va pouvoir régler l'éclairage intérieur, etc. Hop là, l'audio. Audio, alors ça c'est plutôt sympa. On va pouvoir régler tous les paramètres pour la spatialisation de l'audio. L'audio, c'est toujours difficile de vous partager et de vous donner un avis sur le son, parce que c'est pas vraiment mon domaine. Mais en tout cas, je suis assez étonné de l'ensemble des paramètres qui sont encore une fois très simples et en même temps très clairs. Donc on a le paramètre des radios aussi. Alors radio, c'est sympa, on peut les classer, on peut avoir les annonces de trafic ou les désactiver très facilement. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt sympas. Et on a aussi tout le paramètre de volume qu'on peut régler des différentes zones. Donc là, c'est pas seulement pour la radio, ça va être pour tout ce qui est système audio de la voiture, les sons qu'elle procure, etc. On a un assistant vocal. Bon bah voilà, c'est celui du groupe Stellantis. Ça sera sûrement encore une fois amélioré dans le futur. On a le véhicule, donc éclairage, l'accès au véhicule. Hop, si on va dans l'accès au véhicule, c'est plutôt sympa. On a le coffre motorisé qu'on peut activer ou désactiver. L'ouverture main libre aussi du coffre qu'on peut activer ou désactiver. Et désactiver le rabattement des rétros. C'est des options qu'on peut régler. Moi je trouve que c'est toujours sympa. Ah bah les mises à jour, tiens, c'est ici. Donc ils nous en ont proposé une, mais on ne va pas la faire. Et puis service connecté. Donc là, hop, on revient au menu. Donc on a fait les paramètres. Je vais vous emmener, hop, ici, hop là, dans le mur d'application. On va voir un petit peu le général. Donc l'ADA,
on va y revenir un peu plus tard. On a LED. Bon, la climatisation, on y est allé, hein, donc c'est exactement la même chose que le précédent. On se retrouve ici avec l'interface qu'on a quand on appuie sur le petit bouton ici. Alors, ensuite, on a la date et l'heure. Alors, l'énergie, pareil, très très simple au final. On a le flux d'énergie, on a les statistiques et on a la recharge où on peut mettre un différé sur le petit bouton qui se trouve à l'intérieur de la trappe. Encore une fois, ça c'est très Stellantis. Hop. On a aussi, ah ouais, ça c'est assez sympa. Bon, c'est sympa. On a des petits jeux. Donc si on recharge ou quoi que ce soit, bon, on peut se permettre de jouer à quelques petits jeux tout simples. Bon, bah écoutez, ça a toujours le bénéfice d'être là. Je suis pas sûr qu'on l'utilise énormément, mais ma foi, c'est disponible. Le petit assistant vocal, les médias, mirror screen, la navigation. Les paramètres, on a déjà été, c'est le même bouton qui est en réglage à côté, les sièges de la même manière. Donc voilà, en fait, l'interface, moi personnellement, hop, je reviens sur le menu, elle me plaît assez parce qu'au final, elle est très très simple d'utilisation et très très simple dans ses menus. Alors oui, hop, je voulais revenir sur l'ADA. Alors ADA, qu'on peut aussi avoir en appuyant sur le petit bouton ici en bas. Et alors on arrive sur l'interface ici. Donc on a des raccourcis possibles et on a toutes les fonctions. Alors les fonctions, regardez ici, avec ici je peux très bien appuyer ici pour pouvoir le mettre hop en raccourci et alors du coup on l'aura directement en premier plan. Ça je trouve que c'est plutôt sympa. On a déjà vu ça sur le 3008 où au final du coup on se retrouve avec une petite page raccourci qui va nous permettre de très rapidement avoir accès. D'ailleurs je trouve que le menu avec ces petites rondeurs etc je le trouve plus agréable que d'ailleurs que sur la 3008, soit dit en passant, comme ça d'un point de vue esthétique. Donc on a les différentes possibilités, les panneaux etc. Bon bah ça c'est plutôt classique, hein, tout ce qu'on peut faire. Il y a une petite touche ici que je trouve sympa, c'est la petite voiture ici où on peut désactiver rapidement. Donc ça veut dire que là la voiture est allumée. Je peux lui dire ok, l'aide en maintien dans la voie, j'en veux pas, l'alerte attention conducteur, j'en veux pas. On les active ici et en fait en les ayant activés ici, il me suffira d'appuyer sur le bouton ici en le gardant appuyé assez longtemps pour activer ou désactiver les fonctions que j'aurais sélectionnées ici dans ce menu. Donc c'est une autre manière encore une fois de pouvoir rapidement se balader. Une petite chose du coup, parce qu'on a fait un petit peu le tour complet là, vous voyez, en fait c'est même plutôt sympa parce qu'au final c'est assez rapide. Il y a une petite page ici où on va avoir un petit widget qui va nous permettre d'aller rapidement sur une page avec des petits widgets encore supplémentaires. Bref, ça c'est classique aussi. Voilà. On a fait le tour un petit peu de l'infodivertissement. Ce que je vous propose, c'est que je m'installe confortablement au volant de la voiture. On prend la route, on retourne vers la concession. Je vous parle de 3 petites choses au volant de la voiture, même si ça va être assez succinct et assez rapide. Et puis on se fera une petite conclusion une fois qu'on sera de retour à la concession. Alors du coup c'est parti, on va se mettre en route. Donc je mets ma ceinture de sécurité. Alors une petite chose que je vais pas évoquer sur la ceinture de sécurité. Bon là je peux pas vous montrer, je vous mets une photo. La petite boucle de ceinture ici. Eh ben, on a le plastique qui est quand même assez haut de la couloir centrale. Donc je trouve que c'est un petit peu chiant quand même d'aller brancher. C'est pas très agréable parce qu'on va tout de suite cogner le petit côté. Mais bon, c'est le petite chose que je trouvais des fois un petit peu embêtant, juste d'avoir à cogner la couloir centrale pour quand on met sa ceinture. C'est pas très agréable pour l'expérience de conduite qu'on va faire juste après. Donc je me mets en D et c'est parti. On va rentrer vers la concession. Hop. On va quitter l'Arena. Alors honnêtement, je trouve que la voiture est plutôt agréable. Alors encore une fois, hein, comme je vous disais, on est sur 150 chevaux, ce qui n'est pas énorme en mode sport. Hein. Ce qui n'est pas énorme hein, au final. C'est pas une voiture où on va s'amuser vraiment pour le côté accélération, etc. D'ailleurs, je vais me mettre en mode sport là. Et puis j'ai une petite voie ici, je fais une petite accélération. Ah! Alors on est en traction, hop, je vais ralentir. Bon, les 150 chevaux sont quand même agréables. Encore une fois, largement suffisant.
Je refais une petite accélération. Alors ce que je trouve sympa, c'est qu'on sent bien que la voiture, elle agrippe quand même le sol. Des fois la traction, les roues avant ont tendance à patiner un peu au démarrage. Peut-être que justement, c'est peut-être cette différence, le fait de ne pas être à 200 chevaux mais être à 150, peut-être que ça évite de trop, ça je sais pas. Toujours est-il que du coup elle est plutôt agréable parce que finalement, c'est vrai que finalement on se dit 150 chevaux c'est peu quand on compare aux électriques générales, mais c'est vrai que finalement 150 chevaux c'est quand même pas mal. Bon, j'ai pas besoin du mode sport, je me remets en mode éco et là tout de suite on sent bien la différence, hein. La pédale, je vais même tenter l'éco aussi, voilà, la pédale elle est un peu plus hard. Bon, ça on en a déjà parlé sur l'Opel Corsa, hein. Finalement on est exactement sur le même système, on reste chez Stellantis. D'ailleurs, petite chose intéressante quand même, ils font des évolutions sur leur moteur, hein. Donc on est ici sur la même plateforme que la 200, la 2008, mais on n'a pas tout à fait le même moteur quand même on a une version ici un petit peu plus évoluée de ce moteur, mais dans le fonctionnement on reste quand même à peu près sur la même chose, d'ailleurs même que sur l'Opel Corsa finalement, qu'on avait testé il n'y avait pas si longtemps. Bref, les 150 chevaux fonctionnent vraiment bien. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Hop. On fait une petite entrée sur la bretelle d'autoroute. Et là, je suis en éco. J'appuie à fond sur la pédale. Exactement la même sensation que j'avais dans l'Opel Corsa, hein. C'est lourd, c'est lent, ça pousse pas. Je vais me remettre en mode normal. Voilà, c'est déjà c'est déjà tout de suite un peu mieux. Forcément, vous ne vous rendez pas compte, mais je vous demande de me croire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quand même que j'aime assez dans les voitures électriques, dans le mode de fonctionnement des Peugeot, enfin du groupe Stellantis, c'est qu'au final, entre le mode normal, éco et sport, on a vraiment des vraies différences de comportement et de bridage du moteur, ce qu'on n'a pas forcément des fois chez d'autres, hein, où on va simplement avoir un pied plus ou moins mou sur la pédale, mais c'est tout ce qu'on va avoir comme sensation. Ici, on a beaucoup plus cette sensation de bridage qui est présente, et au final, c'est ce qu'on demande, hein, un mode éco, un mode normal ou un mode sport. Position de conduite de la voiture, et franchement, on est quand même vraiment bien installé dans cette voiture. Le fait qu'on soit, alors on n'est pas sur un SUV, puisque finalement on est la Garlotto, on n'en a pas parlé, mais je crois qu'on est à peu près un peu plus d'1,50 m, donc c'est pas non plus une voiture qui est très très haute. Mais honnêtement, on est bien installé. Je me sens quand même assez haut. On a des surfaces vitrées qui sont quand même assez importantes. Et ça, c'est le reproche que je faisais à la 3008. Ici, on ne l'a pas. On a des surfaces vitrées qui sont quand même intéressantes. Moi, j'aime bien cet aspect tableau de bord ici, un petit peu néo-rétro comme ça, vite fait. Je trouve que ça fonctionne quand même vraiment bien. Donc ça me plaît assez. Bon, l'interface, j'y reviens pas, je voulais développer, hein, donc la consommation instantanée, etc. Ça c'est plutôt sympa. Sur la façon et la conduite et le comportement routier de la voiture, franchement, je trouve que ça s'en sort vraiment bien. On est confortable, on est à l'aise, je me sens en sécurité dans cette voiture. Ça, c'est quelque chose que je veux noter aussi. Pareil, sur l'insonorisation, franchement, elle est plutôt pas mal. Je me sens vraiment dans un cocon, dans une voiture assez feutrée, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt agréable. Nous voilà de retour à la concession. Donc c'est Fiat qui se trouve à côté de Citroën. De toute façon, tout ça, c'est le groupe Otto Bernard de Charleville-Mézières. Mais du coup, encore une fois, je les remercie beaucoup parce qu'ils me prêtent vraiment beaucoup de véhicules pour vous faire tester. D'ailleurs, j'espère bien prochainement, on fera la Citroën C3, IC3 bien sûr. Hop, je me garer. Hop là. On n'a pas parlé de la caméra, de la caméra arrière. Là, on est sur quelque chose de classique, hein. On est vraiment sur les mêmes caméras que sur la 3008 et autres. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Hop. Voilà. Ah, c'est assez sympa le fait qu'on ait un petit côté, je vous mets, hop là, je vais vous prendre une photo. Hop.
C'est assez sympa le fait qu'on puisse voir un changement en fait au niveau de la caméra. Elle est passée de la caméra arrière à une caméra un peu plus proche, de telle manière à ce qu'on voit un peu plus les détails une fois qu'on arrive à côté d'un objet très précis. Donc ça c'est plutôt sympa. Ben voilà, on a déjà parlé un petit peu de la recharge, donc je vous révoque pas. Moi le seul truc c'est que le 100 kW c'est un petit peu peut-être un petit peu léger, mais bon en même temps voilà. Et ben je vous propose qu'on passe à une conclusion. Alors nous voilà de retour à la concession Fiat de Charleville-Mézières, hein, du groupe Auto Bernard, et on est de retour avec la Fiat 600 et on va s'en faire une petite conclusion rapide. Bon, alors dans les faits, qu'est-ce que j'en pense de cette 600? Et bien personnellement, moi elle me plaît bien. Je trouve que ils ont fait un bon compromis entre simplicité, esthétique, qualité. Je trouve que la voiture elle est quand même assez bien née. Il simplifie un petit peu les choses. Je trouve qu'on est moins dans la complexité d'un Peugeot, moins dans le structuré d'une Opel. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus sympathique, familier et quand même qui a des fonctions et des choses qui sont quand même très intéressantes. Alors, toujours, hein, on va parler du prix, mais finalement, même si on est sur, comme je vous l'avais dit, sur 35 900 sur la version de base et à 40 000 € sur cette version, 41 000 même ici avec cette belle couleur verte pastel, et ben finalement, même si on est sur des prix comme ça, on reste toujours moins cher que par exemple la 2008. 2008 qui est un peu plus vieille en motorisation électrique, qui est pour moi pas un esthétique de fou. Franchement, là, on est du coup moins cher pour une voiture qui, pour moi, me paraît beaucoup plus sympathique. Donc, si j'ai un choix à faire chez Stellantis, je pense que dans cette gamme-là, ça serait bien la 600 qui prendrait mon cœur. Moi, ce que j'apprécie dans la voiture, hein, encore une fois, c'est ses qualités routières, sa finition, ses options, la sensation à bord. En fait, cette voiture, ouais, franchement, un bon petit coup de cœur. On a la sympathie d'une Fiat 500 dans une voiture quand même beaucoup plus spacieuse et agréable. Et je pense que c'est tout ce qui suffit. Je trouve qu'on n'en voit pas assez sur les routes. Et pourtant, j'ai un voisin aussi chez moi qui en a une. Et franchement, c'est vrai qu'en plus, elle a un panel de coloris qui est quand même assez sympa. Et il n'y a pas de secret, elle a vraiment une vue sympa.